Bonjour et bienvenue dans ce débat d'AMF TV consacré aux finances locales ce matin, un débat qui se tient dans le cadre du 107e Congrès des maires et des présidents d'intercommunalités de France. Quel est le bilan financier du mandat 2020-2026 qui s'achève? Quelles sont les perspectives financières du prochain mandat municipal 2026-2032? Ce sont les difficiles questions que nous allons aborder ce matin avec deux spécialistes des finances locales. Avec tout d'abord Antoine Homé. Bonjour Monsieur Homé, vous êtes maire de Wittenheim dans le Haut-Rhin, c'est 15 500 habitants, vous êtes maire depuis 2002 et vous êtes aussi vice-président de l'agglomération Alsace. Mulhouse-Alsace agglomération, pardon. À ma gauche, Thomas Rougier, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale, éminent spécialiste des finances locales. L'Observatoire est placé sous la présidence d'André Léniel, président du comité des finances locales, et ausculte chaque année la situation des budgets locaux. Vous êtes donc bien placé pour nous en parler. Alors, première partie de ce débat consacrée au bilan des finances locales au terme d'un mandat 2020-2026 particulièrement chahuté. Antoine Homé, je vais vous demander d'abord en tant que maire la situation de votre commune au terme de ce mandat particulièrement difficile, marqué par le Covid, par des prélèvements de l'État sur les budgets locaux, par une fiscalité locale réduite aux acquets désormais, puisque vous avez très peu de leviers fiscaux en tant que maire. Quelle est la situation au terme du mandat 2020-2026 ? Eh bien, nous avons traversé des tempêtes. Nous avons été attaqués, les finances locales ont été remises en cause. Et pourtant, dans ma commune, comme dans l'immense majorité des communes de France, nous avons fait face. Nous avons pris des mesures de gestion, parfois difficiles, car nous sommes soumis à la règle d'or. Et donc, par principe, nous ne pouvons pas, comme l'État, nous permettre d'emprunter pour payer notre fonctionnement. Donc au terme de ce mandat, je peux dire que la situation financière de ma ville de Wittenheim, dans le sud de l'Alsace, est saine. Mais encore une fois, ça a été le mandat de tous les dangers, le mandat de toutes les difficultés. Alors ça, c'est vrai en fonctionnement. Nous avons aussi réussi, et on pourra en reparler, malgré un contexte très tendu, une politique d'investissement ambitieuse. Parce que et je termine par là, ce qui est mis en cause à travers ces mesures de restriction décidées unilatéralement par l'État, ce n'est pas seulement évidemment le fonctionnement des collectivités, c'est aussi l'investissement local qui fait partie du développement économique. Oui, les collectivités portent 70% de l'investissement public civil en France. En tant que maire, vous avez dû développer des services publics, créer des équipements, entretenir ces équipements. Quand vous dites on a réussi à maintenir les investissements, à quelle hauteur et qu'est-ce que vous avez réussi à créer? Oui, alors il faut dire aussi qu'une bonne partie des investissements sont des investissements contraints par le déferlement de normes, qui est une spécialité de ce pays. Par exemple, nous avons fait des travaux très importants dans les écoles, mais beaucoup ne sont pas visibles parce que ce sont des travaux de mise en sécurité, de conformité. Beaucoup sont nécessaires, évidemment. Donc ça veut dire qu'une bonne partie du programme d'investissement est aujourd'hui différente d'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, un programme d'investissement, c'était ce qui était proposé aux citoyennes et citoyens, un programme politique. Aujourd'hui, pour la moitié, parfois les 2/3, ce sont des injonctions de l'État. Norme X, norme Y, Grenelle de ci, Grenelle de ça. Alors c'est jamais idiot par principe, mais ça va beaucoup trop loin. Et si on compare notre pays aux autres démocraties européennes, on est toujours étonné du déferlement de normes excessives qui coûte très cher aux collectivités, qui est décidé par l'État, qui ne les paye pas. Et puis, par ailleurs, nous avons mis en œuvre beaucoup de mesures d'investissement qui étaient dans notre programme au niveau sportif, culturel, patrimonial, parce que sur le terrain, c'est nous qui portons ces politiques. Est-ce que vous estimez, au terme de ce mandat, avoir quand même pu réaliser l'essentiel de vos promesses de campagne et de vos projets en tant que maire? Alors évidemment, on a fait un bilan de mi-mandat déjà pour voir comment ça avançait. On a également chaque année un séminaire du groupe majoritaire, on regarde ça. C'est le cas. Pour autant, comme tous les maires, si nous avons réalisé l'immense majorité de notre programme, il y a quelques sujets qui enjambent le mandat, parce que les investissements ils sont sur plusieurs années. Et il y en a un en particulier qu'on fera le mandat prochain. Beaucoup de maires ont été conduits non pas à abandonner leur programmation
des investissements, ce qu'on appelle la PPI, programmation pluriannuelle, mais peut-être à l'échelonner, à l'étaler, à adapter les investissements aux moyens qui sont les nôtres. C'est normal. Merci pour votre témoignage. Thomas Rougier, secrétaire général de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locale. Dans quelle santé financière sont les collectivités au terme du mandat ? Le mandat, il est assez particulier. Il s'est d'abord conclu effectivement par un pic d'investissement. Les collectivités locales ont redonné des couleurs à l'investissement. C'est un phénomène majeur. Alors on se projette sur les années d'après, mais il faut constater que les élus locaux, les agents territoriaux, avec l'aide de l'État, avec les financeurs, avec les entreprises du bâtiment ETP, ça sera 15,5 milliards d'euros minimum de plus en volume. Donc en neutralisant l'effet prix, ça sera 15,5 milliards d'euros en plus minimum sur ce mandat-là. Et quand on va rajouter 2005... on n'a pas les résultats pour l'instant, ça sera probablement plus près de 19 milliards en volume, donc de réalisation supplémentaire. On traversait une période d'avant où il y avait eu une chute de l'investissement, donc les acteurs ont été au rendez-vous. Après, comment ça s'est traduit sur la santé financière ? Comment ont-ils fait pour dégager des marges, pour investir ? Dans un premier temps, dans le mandat, l'autofinancement avec la situation Covid, on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'est un mandat très particulier avec le Covid. Et des reprises d'investissement dès le lendemain, mais dès 2021, il y avait encore la crise de Covid, il y avait déjà le relancement c'est très particulier ce cycle d'investissement pour ce sens-là. Derrière, il y a eu un autofinancement qui s'est plutôt bien porté jusqu'en 2024. Et en 2024, l'autofinancement, c'est les excédents des recettes de fonctionnement sur les dépenses de fonctionnement, là, a accusé le coup en 2024 et s'est essoufflé. Pas partout de la même façon, il faut qu'on précise ça. On parle d'un bloc communal, communes et groupements à fiscalité propre avec des situations très différentes. Mais enfin, il y a eu cet essoufflement. Il y a peut-être un chiffre à retenir, c'est qu'il y a en 2024 5177 communes qui ont une part nette négative. Donc, elles ne financent pas avec leurs ressources de fonctionnement. Donc la situation se dégrade pour elles. Pour elles, et en tout cas, c'est 740 de plus que l'année d'avant. Alors, on a connu des années avec un nombre de communes dans cette situation-là plus important. Mais c'est un signal qu'il faut savoir observer. Parce que ce n'est pas les niveaux d'épargne macro qui va nous donner l'alerte en premier. C'est la dégradation dans un nombre de collectivités importantes qui va nous donner un signal. Et cette dégradation, à quoi vous l'imputez ? Est-ce que c'est depuis 2 ans les mesures de prélèvement de l'État sur les budgets locaux ? Est-ce que c'est la moindre compensation par l'État des pertes de recettes fiscales ? Est-ce que c'est des problèmes de comptabilité ? À quoi l'attribuez-vous ? Sur les cas des communes qui sont en zone tendue à partir de 2024, les explications peuvent être très différentes. Par exemple, si vous avez peu de foncier bâti qui a été porté par l'inflation, puisque les bases ont été dynamiques, ce n'est pas forcément des votes de taux, mais les bases ont été dynamiques sur la période. Voilà. Si vous n'avez pas beaucoup de foncier bâti, si vous n'avez pas d'entreprise, vous allez être confronté à une difficulté, parce qu'en face, vous avez des dépenses qui ont été portées par l'inflation, elle. Voilà, donc ça peut être ce type de situation. Donc vraiment, c'est la composition du panier. Enfin, si vous n'êtes pas soutenu par les dotations de péréquation, qui, elles, ont été abondées, mais que vous êtes soumis à des prélèvements sur votre dotation forfaitaire et des écrêtements, et là, vous pouvez... voilà, il y a plein de cas différents. Donc, si on résume, un investissement qui s'est maintenu sur le mandat 2020-2026. Qui s'est amplifié. Et qui s'est amplifié. Voilà, c'est le succès de ce mandat. D'accord. Et une situation financière des communes très, très diverses, mais relativement saine. Relativement saine. Pourquoi ? Parce que ce retour à l'investissement s'est opéré avec une évolution extrêmement faible de l'encours de dette du bloc communal. 0,7% seulement d'augmentation entre 2024 et fin 2019 sur le bloc communal hors Paris. Donc le retour à l'investissement s'est opéré sans accroissement, alors ponctuellement si, mais sans accroissement de cet encours de dette. Donc elles sont aussi au rendez-vous des finances publiques. Et contrairement à ce que dit l'État, merci Antoine Homais, les collectivités sont peu responsables de la dette publique en France. Leur poids est mineur. Oui, alors on a fait des procès aux collectivités, notamment un ancien ministre des Finances. C'était évidemment faux. La part des collectivités dans la dette globale du pays, la dette agrégée, État plus sécurité sociale plus collectivité territoriale, elle a baissé. Les collectivités sont globalement bonnes gestionnaires. Très bien. Alors, elles sont bonnes gestionnaires. On a interrogé les maires. L'AMF a fait une enquête avec le Cevipof qui, comme vous le dites, Thomas Rougier, 90% des maires jugent la situation financière de leur commune saine. C'est votre cas. Pour autant, est-ce que vous estimez que vous allez avoir les moyens nécessaires pour mener vos projets
lors du prochain mandat? Voilà, alors j'en Quelles sont les parlais. perspectives? Ça a été très difficile et grâce à des mesures de gestion, grâce à notre esprit de responsabilité, nous avons pu gérer la situation. Mais Qu'est-ce que vous demandez à l'État pour nous les atteignons les prochaines années? limites. Ce que nous demanderons à l'État, c'est d'arrêter de tenter, d'ailleurs sans succès, de régler son incurie financière en faisant des collectivités locales la variable d'ajustement de sa mauvaise gestion. 82 milliards de DGF nous ont été prélevés depuis une quinzaine d'années. Je n'ai pas observé, sauf à ce que vous me démentiez, un redressement des finances de la France. La fiscalité locale a été démantelée. Taxe d'habitation, fiscalité économique. Elle est mal compensée par l'État qui s'endette pour cela. D'ailleurs, la principale cause du désastre financier français, ce sont des baisses d'impôts non compensées. On peut baisser les impôts, mais il faut le financement en face, sinon c'est de la dette. Donc nous demandons qu'ils arrêtent. Or, ce n'est pas le cas. Figurez-vous que j'étais au comité des finances locales il y a un mois. Le gouvernement Bayrou était tombé, il y avait un nouveau gouvernement, des ministres qu'on connaît, et on avait l'impression, j'ai un peu d'expérience à l'AMF sur ce sujet des finances, qu'on nous ressortait toutes les vieilles recettes récessives de Bercy. Alors tout y est passé, hein, bien sûr. Gel de la TVA, baisse des compensations, recul sur le FCTVA, j'en passe. Des mesures qui figurent dans le projet de loi de finances pour 2026. Le projet de loi de finances, alors on peut discuter, mais à minima, il y a 7,5 milliards de prélèvements prévus. Nous estimons que c'est absolument inadmissible et scandaleux. Nous demandons que tout cela soit, annulé. Alors nous travaillons bien sûr avec les assemblées. Je serai bientôt au Sénat avec les collègues pour l'AMF. Mais si cela devait être mis en œuvre, ce serait catastrophique. Alors pour le coup, pour l'autofinancement, pour l'investissement public, pas pour nous les maires, mais pour le service public local à nos citoyens. Parce que nous gérons les services de proximité que les habitantes et les habitants utilisent. D'accord. Donc l'AMF et les maires disent au gouvernement stop sur les prélèvements en 2026. Nous ne sommes pas des grincheux par principe, comme les mauvais esprits peuvent nous les présenter, mais à un moment, il faut arrêter et ce moment est venu. Thomas Rougier, quels vont être les leviers des collectivités pour financer leurs investissements lors du prochain mandat? La grosse difficulté, c'est que le levier fiscal tourne autour du foncier bâti. Il y a des endroits où il y a de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, mais c'est un levier qui a déjà été utilisé là, sur ce mandat-là. Il y a des taxes comme la GEMAPI, etc. Mais en tout cas, c'est très concentré sur le foncier bâti, avec des territoires qui ne peuvent plus augmenter cette pression fiscale. Il y aura des augmentations de la pression fiscale, mais la solution ne sera pas fiscale. Ça, c'est clair. Alors la solution, est-ce qu'elle est dans une mutualisation avec les intercommunalités? Alors, l'intercommunalité fait partie de la solution, mais n'est pas la solution. Mais c'est important. Il y a une chose importante, c'est que les mesures qui sont actuellement en débat sont, comme en 2025, assez dures vis-à-vis des intercommunalités, des ressources des intercommunalités. Donc si certaines sont maintenues, il y a peut-être, même dans la vision très positive de certains élus communaux, une vision un peu nouvelle à avoir sur la santé financière de son intercommunalité. Parce que ça pourrait être, sur le mandat prochain, la santé financière des intercommunalités qui se dégrade, avec une intercommunalité qui se retourne vers ses communes. Donc la bonne gestion commune qui s'organise localement peut faire partie des solutions pour maintenir un niveau d'investissement, pour être au rendez-vous des investissements climatiques, de l'entretien de l'actif qui est actuellement développé dans les collectivités locales. Mais il risque d'une fragilisation du bloc local, vous venez de dire. Antoine Homais, une Oui, réaction. Thomas a raison de le souligner. Pendant longtemps, on a pensé que les intercommunalités pouvaient être une solution complémentaire pour porter des politiques publiques. Dès lors, évidemment, que ce sont des intercommunalités, derrière les maires qui travaillent ensemble, et pas la supracommunalité que nous ne voulons pas. Mais c'est vrai, je suis vice-président d'une grande agglo, l'agglo de Mulhouse, c'est catastrophique. Si le PLF est voté, on doit trouver 10 millions. Donc Thomas a raison de dire que les mesures, elles touchent les communes, mais plus encore les intercommunalités. Donc ce n'est plus de ce côté-là que l'on peut trouver des solutions. Ce que nous disons,
c'est qu'il faut maintenant une espèce de, puisque c'est à la mode, une espèce de Grenelle des ressources locales. Tout Il remettre faut à revoir plat. le panier fiscal. Oui, il n'est pas normal effectivement que seuls les propriétaires payent. D'ailleurs, beaucoup s'en plaignent. On a le risque qu'un homme politique s'en saisisse, par exemple lors d'élections présidentielles, où souvent des propositions démagogiques sont faites. Donc nous n'attendons pas cela. Nous pensons qu'il faut que l'ensemble des citoyens contribuent au bien commun et à l'intérêt général. C'est vertueux. Alors pas forcément en augmentant la masse fiscale, hein. L'AMF a fait des propositions d'architecture différentes. En tout cas, le système fiscal de fiscalité locale tel qu'il est, il est bancal et il ne peut pas demeurer en l'état. Et donc l'AMF appelle Très bien. à une discussion sur ce sujet avec l'État. Merci. Eh bien, nous sommes Merci. au terme de ce débat. Je précise que les finances locales sont à l'ordre du jour d'un forum qui s'ouvre dans un quart d'heure auquel vous participez. Et demain, un grand débat aussi sur les finances locales dans le cadre du 107e congrès. Merci, messieurs, de votre Merci à vous. participation. Merci pour l'invitation. À bientôt et les débats se poursuivent dans le cadre du 107e congrès.